Le but de notre propos avec Jean-Marie aujourd'hui, c'est un peu de faire le point sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis d'essayer de décrire l'avenir des quelques années qui viennent. Donc, comme vous savez, c'est un travail de longue haleine et de multi-équipe, comme a dit Catherine, qui a débuté il y a plus de 10 ans, bien avant le début de Priom, et on a débuté un programme de réparation prénatale des myéloméningocèles, avec une chirurgie de réparation avant la 26e semaine, ouverte. Et la première notion, et moi je m'arrêterai là-dessus, puis Jean-Marie continuera après, c'est les enseignements qu'on a pu tirer de ce qui s'est passé. Alors entre novembre 2013 et octobre 2019, on a vu 133 couples, donc 133 cas de dysraphisme considérés comme ouverts. La première notion qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a eu plus de 20% d'erreurs diagnostiques. Erreurs diagnostiques alors que ces familles, ces couples avaient été vus par un obstétricien, puis par un CPDPN. Le diagnostic de myéloméningocèle avait été fait. Il y avait eu à un moment donné une discussion d'interruption de grossesse. Et finalement, du fait du désir de poursuivre la grossesse, on avait abordé la possibilité d'une réparation in utero et on les avait vus en visite d'inclusion. Et vous voyez que ça représente pratiquement 20% des fœtus que l'on a vus. Il y avait un certain nombre de formes qui étaient non éligibles pour la réparation anténatale. Et puis, on a eu des perdus de vue. On a eu une équipe qui a préféré la fœtoscopie avec un échec majeur de cette fœtoscopie. Et si on regarde les 93 myéloméningocèles que finalement on a vus, il y a eu 55 interruptions de grossesse, ce qui est un marqueur du caractère de non-prosélytisme qu'on a toujours eu dans nos équipes respectives vis-à-vis de cette chirurgie-là. Il y a eu 18 couples qui ont décidé de poursuivre la grossesse, mais de ne pas aller vers la chirurgie in utero. Et donc, c'est les enfants qu'on a pris en charge et qu'on a opérés en post-natal. Et finalement, il n'y a eu que, on peut dire peut-être que, ou il y a eu 16 enfants pour lesquels on a fait, pendant cette période-là, une réparation chirurgicale in utero. Et ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est les erreurs diagnostiques ou les dysdiagnostics par rapport à ce qui avait été fait. Premier exemple, vous voyez une femme de 35 ans, obèse, sur lequel le diagnostic de spina... Alors, on a beaucoup discuté spina bifida, myéloméningocèle ce matin, donc de myéloméningocèle évoqué, qui était claustrophobe, qui ne voulait pas rentrer dans l'IRM, et donc Catherine avait refait l'écho. Et on a vu que il y avait un cervelet qui était plutôt de bonne qualité. Il y avait une moelle, comme elle a montré tout à l'heure, qui sortait et qui rentrait à l'intérieur du canal, accrochée par une tige, petite ouverture. L'écartement, l'ouverture, le vrai spina bifida était extrêmement étroit, comme vous voyez là. Et ça a été le premier diagnostic de LDM qu'on a fait in utero. Le couple a décidé de poursuivre la grossesse. Il y a un beau bébé qui est né avec la malformation que vous voyez là, qu'on a opéré à J12 de vie. Alors moi aussi j'ai des clichés chirurgicaux, donc ceux qui veulent fermer les yeux peuvent fermer les yeux. Et vous voyez que c'était une lésion, alors je dirais pas comme ce matin que c'est le bonheur des chirurgiens, mais ceci dit, c'est une réparation qui est assez simple et qui est surtout complète, vous voyez, avec la moelle qu'on peut libérer, rendre à la colonne vertébrale, avec un résultat à la fois cosmétique et surtout clinique d'excellente qualité, puisque cet enfant a maintenant pratiquement 5 ans et qu'il est strictement normal. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a su qu'il y avait des LDM in utero, qu'on pouvait les confondre avec des myéloméningocèles et qu'on a été extrêmement vigilant sur ces lésions. En sachant que ces lésions peuvent être à n'importe quel endroit du tube neural. J'ai entendu les hauts dans la salle, j'ai les noms, mais ça, c'est des lésions complètement bénignes avec des enfants qui sont normaux après leur prise en charge chirurgicale. Et donc, à ce moment-là, on pensait qu'on était les rois du pétrole, qu'on avait tout compris, c'est-à-dire qu'il y avait les myéloméningocèles d'un côté, les LDM de l'autre, et qu'il suffisait d'être suffisamment intelligent pour faire la part entre les deux. On l'a publié, et puis on est parti comme ça.
Et puis les choses ont un peu changé dans le temps. Ça a été le premier qui nous a forcé à être un petit peu plus modeste par rapport à ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'on avait une lésion qui partait dans le sac mais qui ne revenait pas. On avait l'impression que la peau était normale. On avait quelques racines. Le cervelet était visible, mais il était un petit peu bas. Il y avait un peu d'acétylcholinestérase dans le liquide amniotique. Vous voyez le cervelet ici. Vous voyez la tige de la moelle qui partait, mais pas vraiment de plaque, comme dans les myéloméningocèles. Vous voyez le sac à la 32e semaine. Vous voyez que le sac s'est rompu in utero, ce qui veut dire que c'est une lésion fermée mais ouverte, ou fermée puis ouverte, avec une lésion de ce type-là à la naissance, c'est-à-dire qui pouvait passer pour un myéloméningocèle en sachant qu'il n'y avait pas de plaque motrice. Et donc on a été obligé de se dire, et vous voyez le cervelet était tout joli, et donc on a été obligé de se dire qu'il y avait des formes qui étaient ni l'un ni l'autre, et la question était de se dire s'ils étaient entre l'un et l'autre, avec un résultat qui était entre l'un et l'autre, c'est-à-dire avec un pronostic moteur qui était plutôt de bonne qualité, mais un résultat clinique qui était de pas si bonne qualité que ça, avec une hydrocéphalie, et en plus, on a trouvé une anomalie chromosomique qui avait entraîné un déficit intellectuel. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé des formes qui sont proches, mais différentes. Vous voyez ici la même forme, c'est-à-dire le sac qui va sous la peau, là, qui fait son éversion sous la peau, quelques racines à l'intérieur du sac, et cette forme-là à la naissance. Avant, on aurait dit, c'est sûrement un myéloméningocèle, cette forme-là, il n'y a aucun doute. Or, ça n'est pas un myéloméningocèle, puisque la moelle était à l'intérieur. Et si vous voyez chirurgicalement la manière dont la moelle était, c'est exactement comme le LDM que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que la lésion est ouverte. Elle n'est pas plus difficile à réparer que la précédente. On peut le réintégrer. On se retrouve avec un gros sac sur lequel on peut faire finalement une plastie. On peut fermer les choses, et ça, c'est un bébé qui est encore une fois normal. Ce qui veut dire qu'il y a une énorme difficulté dans la compréhension de ce qu'on a fait, et donc on a été obligé de lever la barre et de rapprocher les lésions. Et puis, juste pour finir, on a vu des choses de plus en plus compliquées. Ici, vous avez un méningocèle, une moelle basse, un lipome, un tractus fibreux, c'est-à-dire le mélange de tout ce qu'on connaît dans les dysgraphismes, un cervelet normal, une lésion complètement fermée à la naissance, et si vous regardez chirurgicalement comment elle se comporte, on a des tractus fibreux, on a une moelle qui descend bas, qui est accrochée par le biais d'un lipome d'accroche. Ce qui veut dire qu'encore une fois, tous les ponts et toutes les barrières sont rompus, et que sur ces anomalies de fermeture du tube neural, on a un continuum complet entre les vrais myéloméningocèles et toutes les autres lésions que je vous ai montrées. Et c'est pas si anodin que ça, parce que, vous voyez, on a les myéloméningocèles, ça c'est un vrai myéloméningocèle, je vais aller vite, on a les LDM, ça c'est facile aussi, et puis après on a plein de choses qui sont un petit peu différentes. Ça c'est le lipome du cône que je vous ai montré tout à l'heure avec un LDM associé. On a des vrais myLDM. Alors le terme myLDM est un espèce de concentration du mot entre myéloméningocèle et LDM que Timothée de Saint-Denis, parce qu'il faut rendre à celui qui a trouvé la première fois ce mot-là, qu'il a créé. Donc le myLDM qui a créé Timothée, mais finalement c'était un bon acronyme, où la moelle sort, mais n'est pas accrochée comme un myéloméningocèle, et puis des choses encore plus tarabiscotées, comme la lésion que je vous ai montrée tout à l'heure, avec à la fois la moelle qui est normale et le sac qui est ouvert, ou, et j'ai pas le temps de les présenter, des autres lésions. Et l'idée, c'est que on sait qu'il y a des lésions qui sont, et qui restent graves ou gravissimes, qui sont les myéloméningocèles. On a des lésions intermédiaires, alors là il y en a deux, il y a l'hypomyélocystocèle et il y a certaines formes de myLDM, et puis on a des formes qui sont beaucoup plus bénignes, et donc notre boulot en anténatal, et on discute quotidiennement pratiquement avec Catherine, avec l'équipe de Jean-Marie, pour arriver à faire la part des choses sur finalement tous ces dysgraphismes qu'on voit en anténatal. Et alors que, et vous avez vu le papier qu'on a publié il y a 3 ans, on avait cru comprendre exactement la différence entre ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, et la barre entre les deux, on a en permanence à essayer de faire la part entre cette espèce probablement de continuum entre toutes ces lésions dystrophiques qu'on voit en anténatal. Et donc où on en est actuellement
sur cette chirurgie fœtale, il y a un consensus clair au niveau international de la poursuivre. Jean-Marie montrera les résultats dans pas longtemps, parce qu'il y a de vrais résultats sur la prévention de l'hydrocéphalie, en sachant qu'il y a eu une discussion qui n'est pas complètement réglée sur l'intérêt de cette chirurgie-là quand on a une dilatation ventriculaire importante, déjà diagnostiquée en anténatal. Et puis le fait de dire qu'on gagne probablement un peu sur le plan moteur, on ne sait pas encore sur le plan cognitif et probablement pas sur le plan sphinctérien. Qu'il faut qu'il y ait peu de centres actifs, parce qu'il faut une vraie expertise, et pas seulement sur la chirurgie, mais je dirais surtout sur le diagnostic de ces lésions du fait de leur complexité, qu'il y a un certain nombre de progrès technologiques qui arrivent. J'avais dit juste un tout petit mot sur la thérapie cellulaire et les cellules souches, et puis que donc vous voyez qu'il y a un groupe qui n'est pas si négligeable que ça, de lésions, qui ne sont pas des myéloméningocèles, mais qui ne sont pas non plus des LDM, et sur lequel on est amené à se poser des questions. À toi. C'est ici, Michel, en fait. Alors, je repars de cette plaque que Michel vous a montrée. Alors, très rapidement, plusieurs messages pour moi. Quand avec Michel, puisque ça fait, il le rappelait, plus de 15 ans qu'on s'intéresse à ce groupe de malformations, aussi bien dans les approches de diagnostic, de traitement, à partir de modèles expérimentaux, de modèles animaux, la mise en place de l'essai-prium, c'est-à-dire de la proposition de l'offre de soins d'une réparation à ciel ouvert dans notre pays, ça a été beaucoup de travail, mais on ne s'attendait absolument pas à ce résultat. Pour nous, on avait affaire à une malformation particulièrement bien connue du monde du prénatal. Dans notre pays, la myéloméningocèle est diagnostiquée dans plus de 90% des cas en période prénatale. Et dans notre pays, la majorité des couples, encore à ce jour, optent pour l'interruption médicale de la grossesse. Et donc, on s'attendait, vous savez que la médecine fœtale en France est structurée depuis plus de 15 ans maintenant, est très bien structurée, bien plus que dans les autres pays européens, avec des centres pluridisciplinaires qui sont comme des centres experts qui maillent complètement et parfaitement le pays, et avec dans chacun de ces centres des collègues qui sont particulièrement performants en imagerie prénatale. Donc on ne s'attendait absolument pas à ce que des patientes soient référées à Trousseau avec un diagnostic de myéloméningocèle pour une discussion sur la balance bénéfice-risque concernant une réparation prénatale de la malformation, à ce que 20% de ces diagnostics soient redressés. C'était inattendu, mais je crois que c'est un des résultats presque majeurs, tout aussi importants que les résultats observés chez les enfants qui ont été opérés dans le ventre de leur mère. Michel vous l'a dit, sur la population de fœtus, de couples maman-fœtus éligibles à cette réparation prénatale à ciel ouvert, vous voyez, il y a 16 couples qui ont, enfin 17, puisqu'on en est à 17 cas, il y a une grossesse qui est en cours, cette maman est à 32 semaines et demie actuellement. Donc sur les 17 réparations qui ont été faites, vous voyez que ce n'est pas la majorité des cas, et Michel vous l'a dit, pour nous c'est très important parce que c'est un témoin direct du fait qu'il n'y a pas de prosélytisme qui soit réalisé dans un centre ou dans un autre. On a quelques données perdues, une majorité de couples qui optent après information pour l'interruption médicale de la grossesse, et puis on a ce cas qui a été un cas un peu douloureux pour notre équipe, qui est le dernier cas qui est présenté à droite sur cette diapositive, qui est celui d'une patiente pour laquelle il y avait eu un diagnostic de myéloméningocèle pour une grossesse précédente, une patiente pour laquelle, parce qu'on est extrêmement très scrupuleux dans les indications à la chirurgie fœtale et les contre-indications, qui n'était pas éligible à cette réparation et qui a finalement, cet enfant est né, pardonnez-moi, et malheureusement est décédé en période néonatale d'une complication infectieuse, et qui a eu une nouvelle grossesse avec à nouveau un diagnostic de myéloméningocèle, et selon la même logique qu'on lui avait expliqué qu'il n'était pas possible de pratiquer la réparation à ciel ouvert, elle a été un petit peu désemparée, cette maman, et puis finalement elle a été opérée ailleurs par fœtoscopie, et Michel vous l'a dit, la réparation par fœtoscopie a été impossible. Ce qui est dommage, c'est que je fais lien un peu avec la conclusion de mon topo, mais
la situation idéale aurait été pour la prise en charge de cette grossesse, peut-être d'une équipe qui soit capable de proposer les deux types de réparation, puisque en cas d'échec de fœtoscopie, aurait pu être envisagée une réparation conventionnelle à ciel ouvert. Alors, je vous ai dit 17 fœtus actuellement opérés. Là, je vous présente les résultats pour les 16 enfants nés. Ce qui est très important à retenir, je vais concentrer les résultats, c'est que pour nous, la balance bénéfice-risque materno-fœtal doit absolument présider toutes nos décisions et anime notre conseil prénatal. Les dangers pour la mère, c'est quoi? C'est tous les dangers liés à la chirurgie, et puis c'était dans l'essai américain des complications liées au protocole anesthésique et au protocole de tocolyse utilisé, avec dans l'essai américain jusqu'à 6% d'édème aigu du poumon, ce qui est une complication non négligeable et potentiellement sévère. Alors, le protocole tel qu'il est pratiqué à Trousseau a été totalement réécrit par Agnès Riguzzo, qui est médecin anesthésiste responsable de notre maternité. Et Agnès a dû réécrire totalement le protocole, puisque les autorisations mises sur le marché sont différentes, France, US. Et par les drogues utilisées, le choix des tocolytiques que nous avons fait, nous ne sommes pas obligés de remplir les patients pendant la période péropératoire, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas observé toutes ces complications autour de l'utilisation de ces drogues, et aucun cas pour nous d'édème du poumon, de complications péropératoires ou post-opératoires pour la mère, ce qui est un point absolument capital. Une petite différence entre la population opérée à Trousseau et celle de l'essai américain. Alors, je mets les chiffres en perspective en toute humilité. Vous avez vu que les effectifs peuvent absolument pas rentrer en compétition, mais et c'est important pour la suite. Vous voyez que les niveaux des fœtus qui ont été opérés à Trousseau sont pas tout à fait les mêmes que les niveaux des fœtus qui étaient inclus dans l'essai américain, et c'est un élément à prendre en compte. Pour ce qui est de la grossesse, finalement pas de complications notables en cours de grossesse, un taux de rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire avant 37 semaines, qui est comparable avec l'essai américain, et un âge gestationnel moyen à la naissance, qui, je crois, se compare de manière tout à fait honorable avec les résultats de l'essai randomisé américain. Une autre différence, c'est qu'on a observé un taux moins important de cicatrices anormales au moment de la naissance de l'enfant par césarienne, puisque, ayant pratiqué une hystérotomie, une ouverture du corps de l'utérus pendant la grossesse, il est impératif pour cette grossesse et les suivantes que les naissances soient organisées par césarienne. Et vous voyez un taux d'anomalie de la cicatrice beaucoup moins importante dans notre expérience, et c'est lié vraisemblablement à des différences de technique à la fois d'ouverture et de fermeture de l'utérus. Concernant l'issue néonatale, dans notre expérience, aucun cas de grande prématurité, c'est-à-dire pas de cas de naissance avant 30 semaines, aucun cas de complications liées à la prématurité. Or, quelle que soit la technique de chirurgie fœtale et quel que soit l'appareil fœtal concerné, ce qu'il faut regarder, c'est l'âge moyen à la naissance, puis il faut aussi regarder ce qui se passe chez les enfants après. Et nous, les standards très importants, c'est la durée d'hospitalisation en réa, une durée de ventilation mécanique prolongée, tout ce qui entoure la prématurité, entérocolite, ulcéron nécrosante, etc. Donc, dans notre expérience, pas de grande prématurité, pas de complications liées à la prématurité, ce qui est très important. Pas de perte fœtale ou néonatale. Et puis, pardonnez-moi, Michel ou Véronique voulaient dire un mot rapide sur le gain moteur, où je m'en charge. Concernant la protection cérébrale, on a observé une correction du Chiari, vous le voyez, dans plus de 80% des cas, une hydrocéphalie ou une ventriculomégalie plus exactement chez nos fœtus dans 20% des cas, donc des résultats qui sont un peu différents de ce qui a été publié par nos collègues nord-américains. Et puis on observe finalement à peu près le même bénéfice moteur, pour simplifier les choses, que sur la cohorte américaine, dès lors qu'on prend en compte les différences de répartition du nombre de cas en fonction du niveau anatomique tel qu'il avait été décrit pendant la grossesse. Alors, depuis le début, on sait que
on parle de chirurgie à ciel ouvert, on sait qu'on va faire une hystérotomie, c'est-à-dire une ouverture au niveau du corps utérin. Et alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y a des femmes qui, tous les jours, sont opérées, par exemple, de myomectomie. On va retirer des fibromes qui sont gros comme un pamplemousse au niveau du corps de l'utérus, et on va de la même manière pratiquer une hystérotomie. Donc les complications obstétricales qui sont possiblement associées à ces incisions au niveau du corps utérin sont connues dans notre discipline depuis longtemps, et nos collègues américains ont suivi une partie des patientes qui avaient été inclus dans l'essai américain de chirurgie fœtale, et ce papier a un petit peu fait grand bruit dans ma discipline, puisque vous voyez qu'à partir de leur consortium, ils ont pu reprendre les données du suivi de 77 grossesses étant survenues après grossesse avec chirurgie fœtale. Le taux de survie global des nouveau-nés pour ces grossesses suivantes est de plus de 95%. Le terme moyen de naissance est de 37 semaines. En revanche, vous voyez 5 cas de rupture utérine, c'est-à-dire à peu près 10%, compliqués dans 2 cas d'une mort néonatale. C'est quelque chose qui a toujours, alimenter l'information qu'on donne au couple lorsqu'on discute d'une éventuelle réparation pour une chirurgie à ciel ouvert. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on discute avec nos collègues du centre de Philadelphie, qui était un peu le centre coordonnateur de l'essai, et qu'on discute notamment avec les accoucheurs, enfin qui est en l'espèce une accoucheuse, Julie Moldenhauer, elle dit, c'est très intéressant, en fait on a mis vraiment le paquet sur l'essai, parce que ça a été fait à l'américaine, un centre de contrôle à Washington, enfin, sur le plan du design, absolument rien à dire. Pour les gens, il y en a au moins un dans la salle qui sont très friands des essais randomisés. Et puis elle dit, en revanche, il y avait 3 centres qui étaient ouverts pendant cet essai aux États-Unis. Donc les femmes affluaient de tout le pays vers ces centres, et puis ensuite, pour les grossesses suivantes, elles retournaient dans leurs états d'origine, et puis ces femmes, elles ont été prises en charge dans des centres obstétricaux primaires, et Julie, elle me dit, ce qu'on regrette et ce qu'on réalise maintenant, c'est que finalement, la surveillance des grossesses ultérieures n'a peut-être pas été suffisamment rigoureuse, parce que nous savons, pour les accoucheurs de cette salle, que quand on reçoit une femme à 26 semaines qui a un antécédent de polymyomectomie, que ce soit par voie cystoscopique ou par laparotomie, qui vient consulter à 26 ou 27 semaines pour des petites pertes de sang, des métrorragies et des contractions, on ne va pas la gérer, la surveiller et la prendre en charge comme une menace d'accouchement prématuré simplex. On va un petit peu creuser les choses. Et donc le message de Julie Moldenhauer, c'est de dire peut-être qu'il faut qu'on soit plus vigilant sur la surveillance des grossesses ultérieures, et il faut qu'on soit beaucoup plus strict sur le fait qu'il est absolument impératif de respecter un délai de sécurité entre la grossesse avec chirurgie fœtale et un projet d'une nouvelle grossesse, et notre recommandation est de respecter une période de 2 ans. Alors, en parallèle, vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment à partir de modèles animaux, pour tenter de développer, de mettre au point une technique de chirurgie qui soit moins invasive, et utilisant une technique de fœtoscopie. Alors avant même que cette technique puisse être introduite ou être proposée, compte tenu des résultats d'un essai qui, je le répète, est un essai randomisé, qui a démontré le bénéfice de la chirurgie fœtale en utilisant une chirurgie à ciel ouvert, le gold standard de la réparation prénatale est représenté par les résultats de la chirurgie à ciel ouvert. Ça veut dire que une nouvelle technique, quelle qu'elle soit, doit se référer à ce résultat qui est le gold standard. Donc, si on souhaite pouvoir réaliser une réparation fœtoscopique de cette malformation, il faut qu'on ait un bénéfice, encore une fois, identique à la réparation à ciel ouvert, avec une étanchéité de la réparation, ce qui va permettre la correction du chiari, avec le même degré de protection de la moelle et des racines, avec un taux de succès, c'est-à-dire de la capacité qu'on a à faire les réparations qui soit au moins égale. Et il faut prendre également en compte à la fois l'étanchéité de la lésion après la naissance de l'enfant et la nécessité de recourir à une réintervention néonatale. En parallèle, il faut également examiner les bénéfices ou les complications associées à une nouvelle technique, à la fois pour la mère et pour le fœtus et le futur enfant. Alors je vous la fais courte, il y a 4 grands groupes dans le monde qui ont une grande antériorité sur la réparation fœtoscopique pour les myéloméningocèles. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Soit on fait une réparation comme on fait à ciel ouvert, en 3 plans, soit on pose un patch
qu'on suture à la peau en périphérie de la lésion, ou soit on dissèque la placode, on pose un patch et on referme par-dessus les muscles paravertébraux et la peau. C'est grossièrement les trois techniques. La problématique de la fétoscopie, c'est que une des complications principales de cette technique pour la majorité des équipes qui la pratiquent, c'est un taux de rupture prématurée des membranes qui est extrêmement important et un taux d'accouchement prématuré qui est important. Là, je vous présente les résultats des 3 groupes qui sont les plus avancés, avec une mention particulière que je voudrais faire à l'équipe de Michael Belfort à Houston. C'est ça la flèche, je suppose. D'accord, c'est pas très grave. Regardez les résultats de la colonne qui est située à l'extrême droite. Le papier il est un petit peu difficile à lire parce qu'ils ont inclus dans ce papier une série d'une quarantaine de fœtus avec diverses techniques, dont des chirurgies à ciel ouvert. Et finalement, il faut vraiment sortir les résultats les uns, un par un pour arriver à une cohorte d'une dizaine de cas avec une fétoscopie qui est faite avec 3 trocars introducteurs, une réparation qui est complète dans pratiquement tous les cas. Et ce qui est surtout surprenant pour cette équipe, enfin, très intéressant, c'est que eux ont un terme moyen de naissance, vous voyez, qui est de 38 semaines et 5 jours, et que surtout, le fait de réaliser cette technique de fétoscopie au travers de trocars autorise un accouchement par les voies naturelles, même si finalement le taux de césarienne pour ces patientes est à peu près 2 fois supérieur à ce qu'on observe en population générale. Mais ça veut dire que, clairement, cette technique, le jour où elle permettra d'obtenir les même résultat que la chirurgie à ciel ouvert, sera très intéressante pour nous accoucheurs, donc pour les femmes, puisque associée à une morbidité obstétricale qui est moindre. Voici les résultats de tout ce qui a pu être compilé dans la littérature. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça vous met en exergue les points à suivre. Vous voyez qu'on observe toujours actuellement une différence significative sur le taux de succès de réparation en prénatal en défaveur de la fétoscopie. Il existe toujours un nombre significativement plus important de nécessité de réopération néonatale dans le groupe fétoscopie. Il existe toujours, lorsqu'on compile les données de la littérature, un taux de rupture prématurée des membranes et d'accouchement prématuré qui est significativement plus élevé dans le groupe fétoscopie, et à l'inverse, vous avez compris que un des intérêts majeurs de la fétoscopie, c'est d'amoindrir de manière très significative la morbidité obstétricale liée à la chirurgie fœtale. Alors, je disais en introduction, on bosse là-dessus avec Michel depuis plus de 15 ans, et dans l'équipe, en lien avec l'équipe de Michel, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'à partir d'un modèle expérimental animal, on développe la technique de fétoscopie. On a beaucoup réfléchi avec Michel, et puis par les divers contacts qu'on a, lui et moi, avec ses collègues dans le monde qui pratiquent la fétoscopie, on a fait quelques petites descentes avec Michel, et notamment à Barcelone, qui est un groupe qui travaille vraiment très très sérieusement avec une technique en fétoscopie qui est très 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 au point. Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec Michel, c'est de se dire, à ce jour, nous n'avons pas de résultats qui soient suffisants pour dire on doit passer de la chirurgie à ciel ouvert à une réparation fétoscopique. Pour l'instant, les résultats de la littérature ne nous permettent pas de faire ce switch immédiat. En revanche, nous proposons, et cette proposition thérapeutique se réalisera dans le cadre d'un PHRC qui a été financé cette année, nous proposons d'introduire la technique de réparation fétoscopique pour les formes frontières de dysgraphisme ouvert que Michel vous a décrit et Catherine à l'instant, et que de manière très habile Timothée a baptisé MielDM. Pourquoi on veut les opérer? Parce que
vous avez bien compris qu'il y a une séquence aggravative in utero, un impact dès la vie fœtale sur le développement cérébral de ces fœtus, et donc notre but serait, par une technique de fœtoscopie, pour ces formes particulières de dysgraphisme, de réaliser la réparation prénatale pour obtenir une étanchéité et également une protection des structures nerveuses. Et puis, le deuxième type de lésions qui seront éligibles à cette réparation fœtoscopique sont des lésions myéloméningocèles sacrées, puisque à l'heure actuelle, et on s'était recalé dans les critères d'inclusion de l'essai américain, et dans l'essai américain, la chirurgie fœtale est proposée à ciel ouvert pour des lésions s'étendant pour leur niveau supérieur anatomique de T1 à S1. Donc nous proposerons également la réparation fœtoscopique pour ces formes sacrées de myéloméningocèles. La technique est celle d'une fœtoscopie qui est pratiquée en phase gazeuse, c'est-à-dire qu'on va dans un premier temps, pour avoir un meilleur accès, pratiquer une ouverture du ventre de la patiente pour exposer l'utérus, et puis introduire 3 trocars pour permettre de réaliser l'intervention, retirer un petit peu de liquide amniotique et insuffler dans la cavité amniotique du CO2 qui est humidifié, ça c'est très important pour un certain nombre de raisons, et puis ensuite, par une technique qui est un peu dérivée de la célioscopie, réaliser, et ça c'est très important, et on travaille avec Zera, et donc on est obligé d'avoir la réparation parfaite, une dissection de la placode, et puis une réparation qui sera faite en 3 plans, par voie fœtoscopique. Les critères d'inclusion sont les suivants. On souhaite une réparation avant 26 semaines, comme pour l'essai Prium 1 à ciel ouvert. Encore une fois, les dysgraphismes éligibles sont les myLDM et les myéloméningocèles sacrés. Comme c'était le cas pour l'essai ouvert, il s'agit d'une anomalie isolée, en dehors des anomalies communément associées aux myéloméningocèles, comme les anomalies de positionnement des pieds, et puis les critères habituels d'inclusion et de non-inclusion autour de ce type d'essai. Nous avons un financement pour les 12 premiers cas, avec une méthode d'évaluation statistique dont je vous fais grâce, mais qui considère et qui va prendre en compte la réussite de la réparation opératoire. Et pour considérer que la prise en charge ou la réparation a été un succès, il faudra que cette réparation complète soit associée à une naissance après 32 semaines sans que l'enfant ne présente des critères de mortalité périnatale sévère, qui sont les critères qu'on utilise toujours lorsqu'on parle d'une population d'enfants prématurés. Et que vous lisez ici, décès périnatal, des hémorragies intraventriculaires sévères, ou des hémorragies intraparenchymateuses sévères, des lésions de leucomalésie périventriculaire, l'existence d'une entérocolite ulcéronécrosante ou une symptomatologie évocatrice de bronchodysplasie sévère. Voilà pour cet essai Prium 2. Merci de votre attention.